Bonsoir à tous. En ce jeudi 12 mars, merci à vous d'être fidèles à votre émission Santé 10, ce nouveau numéro qui mettra l'accent sur les maladies du sommeil, puisque demain, vendredi 13 mars, ce sera la journée mondiale du sommeil. Il était pour nous tout à fait normal aujourd'hui de parler des différentes maladies du sommeil. Tout de suite, place aux invités. Et pour nous parler des maladies du sommeil, nous avons deux spécialistes du métier avec nous. Le docteur Fayad I. Monteagudo, qui est spécialisé dans les maladies du sommeil. Bonsoir docteur. Bonsoir Brigitte. Merci Bonsoir à vous. Tous les spectateurs, avec plaisir. Merci à vous d'être là. Juste à côté de vous, nous avons Madame Bénin Valérie, qui elle est conseillère respiratoire. Bonsoir Valérie. Bonsoir Brigitte. Bonsoir à tout le monde. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, ce soir, on va tenter de répondre à certaines de vos interrogations sur les troubles du sommeil en général. D'ailleurs, docteur, les maladies du sommeil, on en connaît beaucoup. Alors si on prenait vraiment une liste exhaustive de tout ce qui a été répertorié comme pathologie du sommeil, on pourrait avoir une liste d'une quarantaine, cinquantaine de maladies. Mais les plus connues et les plus présentes? Bon, on va en parler un petit peu, mais voilà, il y en a une dizaine que je pense plus ou moins tout le monde connaît, au moins d'en avoir entendu, qui sont aussi en même temps les plus fréquentes, bien sûr. Parce Vous pouvez nous les citer? Bien sûr. Globalement, pour faire simple, il y a différents types de classifications, mais on pourrait parler d'abord de maladies, on va dire, où on présente un problème de quantité de sommeil. Donc ça va être tout ce qui est l'insomnie. Je pense que tout le monde connaît, les gens qui ne dorment pas suffisamment, qui ont des fois du mal à s'endormir, soit du mal à maintenir leur sommeil, ou des fois qui se réveillent trop tôt, qui n'arrivent pas à finir leur nuit, et avec comme pour conséquence bien sûr que le lendemain ils vont se sentir fatigués. Donc ça c'est l'insomnie, elle peut être juste passagère, en relation à un petit problème passager, ou des fois ça peut s'installer, on parle à partir de 3 mois d'insomnie chronique. Et là on doit s'inquiéter et consulter. Il vaut mieux, oui, parce que c'est quelque chose qu'on peut traiter, on peut aider les patients de nos jours avec pas mal de techniques différentes. Et oui, c'est souvent quand même un handicap pour le patient d'être fatigué, de passer des nuits à peu dormir. C'est important qu'il consulte, oui. Encore, bien sûr, il en reste beaucoup encore. Des pathologies autour de la quantité du sommeil, on pourrait regarder un petit peu ce qui est un peu le contraire. Les gens qui dorment beaucoup, les hypersomniaques. Bon, il y en a certains qui vont pas dormir, vont dormir peut-être normalement, mais c'est toujours des gens qui vont se sentir fatigués dans la journée. Donc bon, il y a des hypersomnies où il n'y a pas trop de symptômes, juste de la fatigue et en fait une difficulté à vraiment se réveiller en forme, même s'ils font des nuits assez longues. Après, il y a des pathologies un peu plus caricaturales, comme par exemple la cataplexie. Je pense que vous avez déjà vu des exemples. C'est les patients qui sont bien sûr assez fatigués, ont tendance à dormir, mais de temps en temps dans la journée, ils ont comme des accès. C'est pas du sommeil, c'est une espèce de perte du tonus où on dirait qu'ils viennent de s'endormir comme ça. Okay. Tout d'un coup alors qu'ils sont en train de parler, donc voilà, ça fait partie un peu des hypersomnies. Après aussi, il y a des pathologies qui vont être plus en rapport à la façon dont se répartit le sommeil dans la journée, donc ce qu'on appelle un peu des troubles du rythme circadien. Vous savez que notre corps par nature est plus ou moins synchronisé au mouvement de rotation de la Terre, et donc nous vivons sur des périodes de 24 heures qui se répètent, des cycles. Et donc il y a des gens qui vont peut-être avoir ce cycle, au lieu qu'il soit vraiment proche de 24 heures, ils vont avoir un cycle qui est souvent un peu plus lent. Donc c'est des gens qui vont se réveiller un jour à 9 heures, mais le lendemain à 10 heures, le surlendemain à 11 heures, et donc qui dans les journées à eux font pas 24 mais plutôt 25 heures, et ce qui peut être source d'inadaptation, parce que des fois ils ont envie de dormir alors que c'est l'heure d'aller au travail ou autre. Et ensuite, il y a à côté de ces problèmes de quantité de sommeil et de répartition, un gros groupe de pathologies qui serait plutôt autour de la qualité du sommeil. C'est-à-dire des gens qui vont dormir en temps normalement, ou même plus que la normale, mais se sentir fatigués parce que la qualité du sommeil n'est pas au rendez-vous. Et là, il y a vraiment différents types de pathologies. Ça peut être donc, celles qui sont assez connues, c'est par exemple les troubles respiratoires du sommeil, l'apnée du sommeil, ces personnes qui ronflent beaucoup et qui non seulement ronflent, mais qui par moments arrêtent de respirer pendant quelques secondes, et c'est un réveil qui les permet de reprendre ces respirations-là. Donc généralement, finalement, sans qu'ils s'en rendent vraiment compte, ils passent la nuit à se réveiller, se rendormir, et en se réveillant le lendemain, ils vont se sentir fatigués. Il y a aussi des pathologies qui tournent plus autour des mouvements pendant le sommeil.
Il y a des gens qui font du somnambulisme, par exemple, donc des mouvements complexes, ils vont se lever, ils vont des fois même sortir de la chambre, manger quelque chose. Il y a même des cas où il y a eu des gens qui ont conduit en étant somnambules, ça c'est vraiment très extrême, c'est un peu caricatural, mais ça existe aussi. Ou ces enfants qui ont des terreurs nocturnes, qui se réveillent au milieu de nuit, très agacés, effrayés, inconsolables, agités. C'est quelque chose qu'on retrouve relativement souvent. Il y a des gens qui peut-être pendant leur sommeil vont bouger leurs jambes de façon un peu automatique, mais pareil, ces mouvements peuvent provoquer différents réveils et nombreux pendant la nuit et donc entraîner un sommeil fragmenté qui va donner de la fatigue le lendemain. Il y a des gens qui grincent des dents pendant le sommeil, il y en a d'autres qui parlent pendant le sommeil, bon ça c'est pas une pathologie importante, mais voilà, il y a pas mal de petits phénomènes qui peuvent arriver pendant le sommeil qui sont un petit peu contre un repos important. Alors docteur, parlons du temps du sommeil. Paraît-il que pour bien dormir, il faudrait dormir 8 heures. Est-ce vrai ? Je vais dire que c'est partiellement vrai. Les besoins de sommeil varient pendant la vie. Un bébé, un nourrisson, des fois va avoir besoin de dormir 16 heures par jour. 12-16 heures, c'est tout à fait normal. Et en avançant en âge, on a tous tendance à dormir de moins en moins. Donc les 8 heures, ça serait plutôt adapté chez des adultes, on va dire. Des adultes un peu jeunes, des adultes. C'est vrai que quand on est dans la soixantaine, peut-être qu'on va plutôt dormir 7 heures. Et il ne faut pas oublier que ça, c'est un peu des moyennes. Il y a toujours, comme je pense que vous avez déjà entendu parler, des courts dormeurs et des longs dormeurs. Donc, c'est des gens, par exemple, les courts dormeurs qui dorment peu, mais à différence de l'insomniaque, le lendemain, il ne sera pas fatigué parce que sa façon de se reposer peut être plus ou moins efficace, ou l'accumulation de fatigue pendant la journée peut être moins importante, et du coup, avoir besoin de moins de sommeil, ou au contraire, être un long dormeur. Donc, pour donner un peu des références, voilà, les bébés, il faut les laisser dormir, tout simplement. Et s'ils dorment 15-16 heures, c'est très bien. Vers un an, on va être plutôt autour de 12 heures par 24 heures, avec les siestes. Et ensuite, en avançant un petit peu plus en âge, on va dire que quand on a avant 10 ans, il est bien de dormir plus de 10 heures. Un adolescent, peut-être 9 heures peut être suffisant. L'adulte, 8 heures. Et en avançant en âge, à partir de 60 ans, 7-6 heures peuvent être suffisantes. Qu'est-ce qui expliquerait l'insomnie ? Quelles sont les raisons de l'insomnie ? Il y a plusieurs types de raisons. Il peut y avoir des raisons qui peuvent être d'ordre un peu physique, on va dire. Il peut y avoir des pathologies qui sont source de douleur la nuit, sont source de réveil parce que peut-être il faut aller uriner ou autre. Donc il y a déjà tout ce qui est problèmes médicaux qui donnent des symptômes gênants pendant la nuit. Tout ça va pouvoir entraîner des insomnies. Mais une fois qu'on a éventuellement traité, dépisté tout ce qui pourrait embêter le sommeil et qu'on ne retrouve rien, il y a, c'est vrai, toutes ces pathologies d'ordre plutôt psychologique, les dépressions, les personnes anxieuses. Généralement, ce sont des situations qui ne sont pas très on va dire, favorisatrices de sommeil. Et en fait, c'est bien de faire vraiment un bilan un peu particulier pour vérifier quelle est l'origine de l'insomnie et ainsi apporter un traitement adapté. À quel moment on peut parler de troubles du sommeil ? À quel moment doit-on s'inquiéter et parler de troubles du sommeil ? De façon générale, je pense que c'est dès lors que notre fatigue nous empêche de bien fonctionner pendant la journée. C'est surtout ça. Le sommeil, entre autres, c'est surtout le moment de se régénérer pour avoir ensuite l'énergie à plein de niveaux différents, physiques, psychologiques, pour travailler ou faire ce qu'on a à faire pendant la journée. Si on voit que dans la journée, on est obligé de faire des siestes, on baille, on est fatigué, on a du mal à se concentrer, etc., là, on peut imaginer qu'il y a une dette de sommeil. Et que si c'est juste parce que la personne ne fait pas assez attention à son sommeil et qu'elle dort que 5 heures par jour, on ne va pas parler de pathologie. Mais si une fois qu'on a vraiment vu que le temps de sommeil est convenable et que le lendemain, on ne va pas bien, là, il faut se poser des questions. Le sommeil a un impact sur la santé, puisqu'on a parlé tout à l'heure de troubles respiratoires pendant le sommeil. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on doit aller voir Valérie, qui elle est conseillère respiratoire. Alors oui, mais avant de passer par ma société, qui est donc la société respiratoire, il y a plusieurs sur le territoire,
Le patient fait déjà un test en amont avec, par exemple, le docteur Fayad, exactement, qui fera une polygraphie ou une polysomnographie selon ce que le docteur Ouh là là, aura. polygraphie, polysom. Ouais. Ouh là là, je n'ai pas tout compris. Et je pense que si moi je n'ai pas compris, eh bien, peut-être que certains téléspectateurs n'ont pas compris non plus. Expliquez-nous un petit peu. Je vous laisse. En fait, la polygraphie ou la polysomnographie, ce sont deux examens qu'on utilise principalement pour dépister et pour poser le diagnostic d'apnée du sommeil. Globalement, pendant une nuit, le patient chez lui, c'est l'examen qu'on fait à la maison, à domicile, il va porter un petit appareil, pas très encombrant, qui va avoir globalement 3 capteurs. Un capteur qui va nous permettre de suivre l'oxygénation et le rythme cardiaque, un autre capteur qu'on pose souvent là pour voir comment se fait la respiration, un capteur aussi devant le nez pour suivre aussi la respiration nasale. Et donc ça va nous permettre de voir s'il y a des ronflements, parce qu'il y a des capteurs de son, et voir s'il y a des apnées, c'est-à-dire des interruptions de la respiration. Et ça va nous permettre aussi de les comptabiliser finalement, puisqu'on considère que faire quelques apnées peut être considéré normal, et c'est à partir d'un certain nombre qu'on sait que la fragmentation du sommeil va être importante et qu'il va y avoir le des nombre de répercussions. temps qu'on reste pause sans. respiratoire Oui. aussi. Oui. Et donc cet examen, voilà, c'est ce premier examen qui est assez simple, peut être suffisant. Sinon, des fois, quand on a une situation un petit peu indéterminée, un résultat un petit peu entre les deux, souvent on a recours à un examen un petit peu plus poussé, où on va non seulement suivre tous ces paramètres respiratoires, mais en plus suivre différentes grandeurs, l'activité cérébrale, les mouvements des yeux, le tonus musculaire, et principalement ces 3 facteurs vont nous permettre de reconnaître dans quel stade de sommeil est le patient. Et voilà, des fois on a besoin de suivre en même temps que la respiration le sommeil pour voir si ces problèmes de respiration sont en train de fragmenter le sommeil, et c'est dans ce cas-là où on fait ce deuxième examen un peu plus poussé. Valérie, présentez-nous le travail de la conseillère respiratoire. Que fait une conseillère respiratoire? Alors en premier lieu, elle fait connaissance avec le patient, à savoir qu'est-ce qui a fait qu'elle a eu ce besoin, ce recours de consulter avec son médecin. Faire l'examen est une première étape, mais accepter et entendre le diagnostic du médecin en est une autre. Certaines personnes le vivent très bien, d'autres peuvent, comme on dit, tomber un peu dénus, être vraiment surpris, choqués, parce qu'ils ne ressentent pas forcément, ce ne sont pas forcément des gens qui sont asymptomatiques, ils ne ressentent pas forcément ce que le médecin lui aura expliqué, en tout cas ce que les résultats auront déclaré. Alors il faut prendre ce temps avec le patient, ce que nous on met en place, il y a tout un protocole. On n'appareille pas un patient comme ça sans qu'il sache pourquoi, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que ça va lui apporter. Déjà, il faut savoir passer par la première étape de est-ce qu'il sait ce que ça veut dire l'apnée du sommeil. Si oui ou non, là, on rentre dans des explications en profondeur avec lui pour qu'il puisse prendre conscience lui-même de sa pathologie, de sa maladie et la gravité et les conséquences que ça peut avoir derrière. Suite à tout ça, on y va étape par étape, parce que c'est quand même quelque chose, ça peut être une annonce qui peut être un petit peu violente pour certaines personnes. Si c'est un traitement qui lui parle, si c'est un soin qui lui parle, parce que ce n'était pas une obligation, le médecin toujours accompagne son patient, lui propose une solution pour remédier à son problème, en tout cas essayer de trouver une solution. Ce qu'on appelle la PPC, c'est une pression positive continue, donc un appareil qui souffle de l'air pour que le patient puisse respirer correctement. Le mannequin que vous voyez là, vous allez rapprocher le mannequin de vous, voilà, comme ça. Encore un petit peu, chose, voilà, de basique. Là, il n'y a rien d'extraordinaire, il y a d'autres modèles. Mais voilà, on a pris quelque chose de très simple. Se dire, voilà, ce soir, je vais dormir comme ça, c'est pas quelque chose forcément qui est accepté par tout le monde. D'accord ? Donc, il faut savoir, faut permettre surtout aux patients de se familiariser avec l'appareil, de pouvoir le toucher, de s'imaginer pouvoir dormir avec. Déjà, on pose la question aussi par rapport à la première nuit qu'il a fait avec l'appareil, le polygraphe. Est-ce que ça lui a paru bizarre? Comment il s'est senti? Est-ce qu'il a eu peur? Est-ce qu'il est effrayé? Il y a un test qui est fait qui s'appelle un test d'Epworth et donc qui permet au patient surtout d'évaluer son niveau de connaissance et d'acceptation, de reconnaître ses symptômes. Est-ce que c'est la seule manière que nous avons de traiter l'apnée du sommeil? Il faut forcément être appareillé pour soigner l'apnée du sommeil? Alors, ce traitement-là, la PPC, est le traitement de première intention lorsque l'apnée est sévère, parce que c'est le traitement qui a démontré la plus grande efficacité. Malheureusement, des fois, c'est relativement rare. Les gens arrivent à s'adapter assez bien, puisque
dans la balance, je dors mal ou je dors un petit peu embêté par le masque, mais me réveille en forme. Généralement, les patients, ils arrivent à passer ce cap, mais des fois, ça peut être mal supporté, ça peut être des problèmes d'allergie. Et on a la possibilité de proposer ce qu'on appelle une orthèse d'avancée mandibulaire. Donc, ça va être comme une gouttière pour les dents qui est articulée. Et lorsqu'on la met, elle va antépulser la mandibule. Et en avançant le montant, finalement, on libère un peu plus d'espace là derrière. Ça reste donc, toujours un petit appareil, enfin, ça reste toujours... Oui, il n'y a pas, par exemple, de traitement de nos jours, en tout cas médicamenteux pour les apnées du sommeil. D'accord. Après aussi, dans des cas un petit peu plus rares, plus fréquents chez les enfants, des fois, une prise en charge chirurgicale par un ORL peut favoriser et améliorer les symptômes. Mais on va dire que globalement, c'est le traitement le plus prescrit parce que connu pour être le meilleur. Parce que cette machine, en fait, elle va s'adapter chaque nuit un petit peu à la situation du patient. La machine, elle ne fait pas qu'envoyer de l'air, elle écoute aussi. Si jamais elle entend par les vibrations qui sont transmises à travers le masque que le patient s'est remis à ronfler, elle-même va augmenter un petit peu l'aide pour bien ouvrir à nouveau les voies aériennes. S'il voit que depuis un moment il n'y a pas de ronflement ni rien, il va diminuer l'aide pour voir si on peut, avec une aide minimale, avoir toujours un bon sommeil. Et ces petites variations qui sont nécessaires souvent parce qu'on ne dort pas toujours pareil. Des fois c'est parce qu'on a changé de position, des fois c'est parce qu'on a le nez plus bouché, des fois c'est parce que peut-être on a bu une bière. Il y a des choses qui peuvent changer la façon dont on respire la nuit et cet appareil finalement est capable de s'adapter à ces différentes situations. Valérie, paraît-il que vous pouvez aussi contrôler si le patient porte ou pas son appareil. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, sur cet appareil, vous ne l'avez pas puisque c'est un factice, hein, bien sûr, mais l'appareil est équipé à ce niveau-là de ce qu'on appelle un modem. Donc, notre société, ainsi que le médecin, est équipé de la même chose. Donc, on a un logiciel qui retransmet les données du patient. Alors, ce qui nous intéresse très clairement, il faut le préciser parce que c'est quelque chose aussi qui peut inquiéter le patient, et nous retransmet simplement son sommeil. Donc nous n'avons pas de son, nous n'avons pas d'image. Je tiens à le préciser parce que c'est souvent la première question que le patient va nous demander. Il a l'impression qu'on est un petit peu dans sa chambre, alors que pas du tout. Donc en fait, ce qui va retransmettre, ce sera vraiment le temps de sommeil, première chose. Savoir est-ce que le masque a été porté correctement durant la nuit, est-ce qu'il a été enlevé, parce que là, comme le précisait le docteur, parfois quand on dort, on ne sait pas forcément ce qu'on fait. J'ai des patients effectivement qui sont somnambules et qui vont pouvoir le retirer, le déposer, aller faire quelque chose, revenir et ne pas se souvenir qu'ils ont fait ces gestes-là. Moi, je ne sais pas que le patient s'est levé, je sais juste qu'il a retiré, que l'appareil n'a pas été éteint, et donc ça me donne des données. Ce qui me permet ensuite de pouvoir rapidement appeler le patient et revoir avec lui sa façon d'utiliser l'appareil. Donc il sera peut-être un peu plus assidu, ou alors il va faire un peu plus attention. Ou s'il ne dort pas seul, éventuellement la personne qui pourra dormir dans la même maison ou dans la même chambre pourra veiller un petit peu plus à ce que la personne n'agisse pas de cette manière. Devons-nous souligner que le patient qui ne porte pas régulièrement son appareil, finalement, ça ne peut pas être efficace? Oui, tout à fait. Alors, c'est un traitement qui est efficace quand on l'utilise correctement dans le temps. C'est-à-dire que si vous allez dormir 8 heures, mais que vous ne le mettez que 5 heures, le reste du temps que vous ne l'avez pas porté, mais que vous allez continuer à dormir, va effacer presque, j'ai envie de dire, le bénéfice que l'appareil a pu vous donner pendant les 5 heures que vous l'avez utilisé. Vous allez le mettre 1 jour sur 2, j'ai envie de dire, c'est comme tout traitement. Certes, vous n'allez pas à la pharmacie, mais c'est le même principe. Vous avez une grippe ou une gastro ou je ne sais quoi, vous avez un traitement de 15 jours, vous ne le prenez pas les 15 jours, vous allez vous sentir bien au bout des 7 jours, vous allez laisser les médicaments de côté, vous n'êtes pas guéri. Si on vous a donné 15 jours, c'est qu'il y a une raison bien précise. Pour le sommeil, c'est la même chose. Si vous restez couché pour dormir, vous utilisez votre appareil. À partir du moment où vous ne dormez plus, il n'y a pas d'intérêt particulier à le porter, ça n'apporte rien. Mais tous les soirs, en tout cas à chaque fois que vous dormez, c'est bien ce qu'on précise aux patients, c'est pas seulement la nuit, quand on fait la sieste, on dort. Donc forcément, il y a des répercussions sur le sommeil et sur la qualité de sommeil. Il y a plusieurs degrés d'apnée du sommeil. C'est quand ça commence à devenir
plus important, plus grave Sévère. qu'on est appareillé? Tout à fait, oui, c'est assez bien codifié, hein. Globalement, on considère que lorsqu'on fait le test du sommeil, donc qu'on va réussir à voir combien de phénomènes, d'événements il y a par heure de sommeil, on considère que si on a moins de 5 par heure, c'est tout à fait normal. On ne parle même pas de syndrome d'apnée du sommeil. À partir de 5, associé à une somnolence, on parle de l'apnée du sommeil, mais de 5 à 15, c'est une apnée légère. L'apnée légère, on ne la traite pas. Le pas suivant, ça serait entre 15 et 30 apnées par heure de sommeil. Là, on parle d'une apnée modérée. Et là, on va traiter que des gens présentant des facteurs de risque ou des pathologies cardiaques souvent, puisque mal respirer la nuit a aussi des conséquences un peu négatives sur le cœur. Et à partir de 30 apnées par heure, on considère que l'apnée est sévère et tout le monde est traité. Après, chez les enfants, les critères sont un petit peu plus stricts parce que le sommeil de l'enfant est plus important. Les enfants tolèrent un peu moins le fait de passer quelques secondes à ne pas respirer. Et bon, voilà, il y a des critères spécifiques chez l'enfant. Vous recevez des enfants? Oui, bien sûr. Comment ça se passe, Valérie? Alors, il y a une approche qui est complètement différente, bien sûr. Alors, selon l'âge, bien sûr, aussi de l'enfant, on essaie d'avoir une connexion un peu plus ludique, sans pour autant banaliser son traitement. On essaye avec lui de savoir qu'est-ce qu'il a compris, comment il dort, est-ce qu'il fait des rêves. C'est-à-dire vraiment l'approche, il faut vraiment qu'elle soit douce. Le laisser manipuler, presque jouer avec, l'installer tout seul comme un grand, le responsabiliser. Alors pour les patients que j'ai pu avoir, enfin enfants en tout cas, c'est à partir de 5 ans, le plus jeune que j'ai pu avoir jusqu'à 13 ans. Et c'est vraiment un moment qu'on passe presque seul avec l'enfant pour qu'il ait confiance en nous et qu'il ait conscience que son sommeil n'est pas du tout réparateur et pas du tout, qu'il ne l'aide pas à l'école. Donc on va lui poser des questions sur l'école, les copains, le sport, toutes ces choses-là. Et ça lui permet finalement de se dévoiler un petit peu et d'avoir envie de participer à son traitement et de faire les choses correctement. Mal dormir, c'est dangereux, docteur? Oui, c'est un peu dangereux, oui. En effet, ça peut être dangereux à court terme, c'est-à-dire que si on dort très mal le lendemain, on est très somnolent, peut-être qu'on peut s'endormir au volant et avoir un accident fatal dès le lendemain. Mais aussi, on sait qu'au long cours, le manque de sommeil est associé à l'avènement de différents types de pathologies. Ça favorise la prise de poids, donc une fois qu'il y a la prise de poids, on sait qu'il y a tout ce qui est facteur de risque cardiovasculaire, etc., qui augmente. Dans le cas précis de l'apnée du sommeil, il y a cette double composante, il y a la somnolence, parce qu'on dort mal, mais c'est qu'aussi pendant la nuit, le système cardiovasculaire travaille, alors que globalement, la nuit aussi, le système cardiovasculaire généralement devrait un peu plus se reposer, une tension plus basse, une fréquence plus tranquille. Chaque fois qu'on fait une apnée, le cœur va taper un sprint, si je peux dire, une petite tachycardie, on va avoir une petite poussée tensionnelle qui ne devrait pas exister la nuit. Et à la longue, c'est quelque chose de pourvoyeur de pathologies cardiovasculaires. Les troubles du rythme, l'infarctus, l'AVC. Donc oui, c'est dangereux. Quand on dort mal, tout ce qui est somnifère, c'est incontournable? Non, pas du tout, heureusement. Parce que les somnifères, généralement, perturbent un petit peu aussi la qualité du sommeil. Donc, il faut savoir les utiliser, mais généralement, ponctuellement, des brèves périodes. Et il y a pas mal de choses à essayer avant le somnifère. Il y a plein de règles d'hygiène de vie, voilà, qui peuvent favoriser l'endormissement, bien savoir se dépenser pendant la journée pour accumuler un certain degré de fatigue et s'endormir mieux. Être régulé dans ses horaires, c'est important. Le corps est une machine à rythme. Je dis souvent ça, si généralement vers midi et demi on a envie de manger, c'est aussi parce qu'on a l'habitude de manger à midi et demi. Et pour le sommeil, si on a l'habitude de se coucher, de se réveiller à peu près à la même heure, le corps va s'endormir plus facilement à cette heure-là et se réveiller plus en forme et rapidement à cette heure routinière. Donc c'est important. Aussi, il faut faire un petit peu attention à l'environnement, la température, les bruits, éviter une chambre où les rayons de soleil puissent entrer, c'est-à-dire qu'on puisse bien fermer les volets pour avoir une bonne obscurité, c'est important. Parce que là aussi, on doit mettre l'accent sur son hygiène de vie. Quand je dis ça, je parle de l'hygiène alimentaire, par exemple, ou l'activité physique. Bien sûr. Oui, c'est très important. C'est-à-dire que ce sont des facteurs, en tout cas des clés qu'on donne aux patients le jour où on se rend compte, parce qu'il peut ne pas avoir conscience de toutes ces choses et ça peut glisser, comme disait le docteur tout à l'heure, vers une dépression parce qu'on ne trouve pas
la clé, on ne sait pas dans quelle direction aller. Donc nous, on est là aussi pour l'accompagner à ce niveau-là. C'est une petite forme de coaching, quelque part, où on reprend l'hygiène de vie, on lui pose des questions, quelles sont ses habitudes alimentaires, professionnelles, les activités, est-ce qu'il a des objectifs, est-ce qu'il a des buts, des projets. Parce qu'on peut avoir beaucoup de projets et ne pas réussir à les mettre en place parce qu'on n'arrive pas à organiser toutes ces choses-là. Mais ça commence aussi par le sommeil, puisqu'on dort mal, tout est brouillé. L'alimentation, manger trop riche le soir, ça peut ça peut être un facteur de mauvaise qualité de sommeil. Donc toutes ces choses-là sont vraiment des toutes petites choses, des toutes petites clés parfois qu'il faut simplement rééquilibrer, et ça peut permettre d'avoir en plus une meilleure qualité de sommeil sur le long terme, en plus avec de l'appareil. Si vous prenez en cours l'émission Santé 10, eh bien, on aimerait juste vous dire à nouveau que nous avons avec nous le docteur Fayad I. Monteagudo, qui est spécialisé dans les maladies du sommeil. Juste à côté, Valérie Bénin, qui elle est conseillère respiratoire. Nous parlons des troubles du sommeil, des maladies du sommeil, parce que demain, vendredi 13 mars, ce sera la journée mondiale du sommeil. Vous savez que cette émission, nous la faisons ensemble. Vous pouvez poser vos questions sur le Facebook Santé 10. Vous pouvez aussi le faire au 05 90 96 10 10. Les professionnels de santé ici présents vont tenter de répondre à vos interrogations. On va dire dans un petit moment bonsoir à Milly qui est déjà en place, qui vous attend, qui attend vos coups de fil et vos questions sur le Facebook Santé 10. Juste avant de retrouver Milly, je voudrais vous demander, docteur, est-ce que les femmes sont plus touchées que les hommes par les maladies du sommeil en général? Dans certaines, oui, c'est vrai. L'insomnie est un petit peu plus fréquente que chez la femme. Qu'est-ce qui explique cela? Je ne saurais pas vous donner vraiment des raisons concrètes. Je ne saurais pas vous les dire, je ne les connais pas. Les statistiques montrent juste oui, voilà, que... statistiquement, on voit qu'il y a plus souvent des plaintes provenant des femmes par rapport au sommeil. Pour l'apnée du sommeil, par exemple, aussi la prévalence des hommes, on va dire, les hommes sont plus fréquemment atteints jusqu'à peu près les 50 ans. Et ensuite, à partir de la ménopause, en fait, les femmes commencent à rattraper un petit peu les hommes dans ces pathologies. Donc oui, il y a des petites différences, mais la prise en charge va être la même et ce n'est pas des différences très importantes non plus en termes de fréquence. Le sommeil va se modifier avec l'âge? Généralement, donc déjà, il y a le temps de sommeil qui diminue chez tout le monde. Il y a aussi globalement la qualité qui diminue. En avançant en âge, les personnes âgées, c'est pas rare qu'elles aient un sommeil polyphasique, c'est-à-dire au lieu de plutôt dormir une nuit, une seule fois dans la nuit, dormir un peu moins la nuit, mais faire des petites siestes, et pas forcément qu'une seule, mais plusieurs. C'est qu'avec l'âge aussi, le sommeil s'interrompt plus fréquemment. Et chez les tout petits, il y a des particularités assez différentes du sommeil de l'adulte, des cycles plus courts, des réveils à chaque fin de cycle, des choses qui sont propres à chacun. Dans l'âge, oui, il y a de l'évolution. Oui. Actuellement, si vous deviez nous dire où devons-nous faire attention, à quel moment devons-nous faire attention à notre sommeil, vous nous dites quoi? Lorsque vous ressentez à plusieurs reprises dans la journée, et pas seulement à l'heure de la sieste, que vous avez un coup de barre, comme on dit, qu'on baille. Alors surtout si on baille au milieu de matinée, il n'y a pas de raison de bailler au milieu de matinée si on a eu un sommeil satisfaisant. Si jamais, après, il y a des gros signaux d'alarme, comme s'endormir en voiture. Personne ne veut s'endormir en voiture, mais lorsqu'on s'endort en voiture, c'est vraiment que la pression du sommeil est telle que ça nous a vaincus. Donc ça, c'est un gros signe d'alarme. Pardon ? Dans la salle d'attente. Aussi, oui, c'est vrai que moi, dans ma salle d'attente, ça m'arrive assez souvent de voir des gens qui dorment. Ouais. Parce que bon, ils ont des problèmes de sommeil et ils s'endorment dès qu'ils sont un peu inactifs, c'est vrai. Donc une personne qui s'endort dès qu'elle est un peu inactive, c'est pas normal. On a beaucoup parlé de manque de sommeil, mais on l'a dit en début d'émission, l'hypersomnie aussi devient dangereux à un moment. Oui, parce que l'hypersomniaque, il a une plainte constante de somnolence en fait. Donc même s'il dort beaucoup, généralement il se sent fatigué. Parce qu'il a trop dormi. C'est
Non, c'est plus parce que son sommeil n'est pas très réparateur pour certains et pour d'autres. C'est parce que la pression de sommeil dans la journée, en fait, notre cerveau travaille, on va dire qu'il y a des petits déchets qui résultent du travail neuronal, et ces molécules qui s'accumulent, c'est celles qui donnent la pression de sommeil. Généralement, c'est au bout de la journée qu'il y a une certaine accumulation qui nous envoie à dormir. Mais par exemple, les hypersomniaques, ils vont avoir cette accumulation qui se fait de façon beaucoup plus précoce. Ils auront besoin de faire des siestes dans la journée, etc. etc. Paraît-il que ça devient dangereux aussi quand on lutte contre le sommeil. C'est-à-dire que quelqu'un a envie de dormir, mais à ce moment précis, il ne peut pas se le permettre parce qu'il y a des choses à faire et que là aussi, ça devient compliqué et voire même dangereux. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai, mais ce n'est pas le cas que pour le sommeil. Je pense que voilà, il faut essayer d'être à l'écoute de son corps. Quand on a faim, il faut essayer d'aller manger. Voilà. Donc quand on est fatigué, lutter contre ce sommeil, c'est généralement une mauvaise idée. Hein, ça arrive des fois que les patients perdent une demi-heure, une heure de sommeil par jour, juste parce qu'ils sont restés devant une série, quelque chose, ils sentent qu'ils baillent, mais ils se disent bon, j'ai envie de finir ma série. C'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'on a tendance à ne pas donner assez d'importance au sommeil. On a perdu une heure de sommeil en 70 ans, c'est énorme en moyenne. Et tout ça, c'est parce que, entre autres, voilà, il y a socialement, j'ai l'impression que la personne qui dort peu, c'est bien parce qu'elle est active, elle fait plein de choses, alors que celui qui veut se reposer, ben, c'est plutôt un feignant, alors que c'est pas vraiment la réalité. Pas du tout ça. Ouais. Et aussi, bon, je pense que l'emploi du temps des personnes actives adultes qui doivent aussi s'occuper d'une famille et qui ont une petite activité en dehors de leur travail, on a vite un manque d'heures. Mais c'est vrai qu'il faut des fois se dire, je me plains de mon sommeil, mais je vais faire des efforts pour que ça aille mieux. Et un des premiers efforts, c'est je baille, et ben je vais me coucher. Et pas, allez, je vais rester voir ça que je peux voir en replay le lendemain. Surtout de nos jours, on a vraiment la possibilité de s'organiser autrement. Donc oui, c'est pas une bonne idée, mais pas seulement pour le sommeil. Hein. Si on a faim, je pense qu'il faut manger de façon générale. Moi, je retiens qu'on doit écouter son corps, bien sûr, tout simplement. Eh bien, on va saluer Milly, ma collaboratrice. Bonsoir, Milly. Bonsoir Brigitte, bonsoir à tes invités. Bonsoir. Milly, est-ce que tout va bien ? Est-ce que vous dormez bien ? De temps en temps, oui, de temps en temps, non. Bon, alors de temps en temps, c'est quoi ? Quand vous dites de temps en temps, combien de temps ? Parce que ça peut être dangereux. Oui, c'est vrai, mais bon, quand j'ai des petits soucis et tout, ça m'empêche de dormir. Mais en général, je m'endors vers 21h, je me réveille à 5h30 du matin. Très bien. Milly, est-ce que vous avez des questions pour nous ? Alors oui, j'ai une question de Sam de Capestea qui dit qu'il est un très grand fumeur et il pense que ça l'empêche vraiment de bien dormir. Ça joue, docteur, parfois sur le sommeil ? Oui, ça peut jouer. Il y a déjà l'effet de la nicotine qui est un excitant. Donc fumer avant d'aller se coucher, a priori, c'est pas quelque chose qui favorise l'endormissement, même s'il y a des fumeurs qui vont te dire qu'ils aiment bien faire ça. Mais bon, ça s'attache du fait que des fois, la cigarette peut être peut servir à diminuer un petit peu l'anxiété, le stress. Et donc des fois, il y a des gens qui ont l'impression et qui peut-être pour de vrai dorment mieux une fois avoir fumé une cigarette. Et après il y a le côté à la longue, fumer c'est pas très bon pour les poumons, donc ça peut favoriser des petits soucis pulmonaires qui pourraient se greffer par exemple à une apnée du sommeil et faire que les choses soient encore plus importantes. Donc c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. On a quelqu'un avec nous au téléphone, Milly ? Oui, Caroline de Petitbourg. Bonsoir Caroline. Oui, bonsoir. Vous allez bien Caroline ? Oui, ça va. Quelques petits problèmes pour dormir ? Effectivement, je souffre d'apnée du sommeil. Donc, ça va faire, je crois, 3 ans. Et la question que je voulais poser, c'est lorsque le cas du patient, justement, s'améliore, comme il est mon cas, je suis passée de 34 apnées à une apnée par heure. Je voulais savoir, est-ce que c'était vraiment une nécessité de continuer à dormir avec l'appareil si le nombre d'apnées avait diminué ? À quel moment on arrête d'utiliser l'appareil en fait ? Bonne question. Donc bien sûr qu'on arrête l'appareil quand on n'a plus un syndrome d'apnée du sommeil, mais je pense madame que dans votre cas, vous me dites que vous aviez plus de 30, donc une apnée sévère qui nécessitait le traitement, et que maintenant vous n'en faites qu'une, mais en dormant avec la machine, c'est bien ça ? C'est bien ça ?
Elle n'est plus avec nous. D'accord, c'est pas grave. D'accord, C'est bon. très probablement ça, parce Voilà. qu'on passe pas de 31 comme ça. Ouais. Donc, c'est un peu comme pour d'autres traitements. La personne qui fait de la tension et qui prend son médicament le matin, la tension va être bien, mais si le lendemain, il la prend plus, elle va monter. Si on lui fait un examen du sommeil à nouveau aujourd'hui sans sa machine, très probablement qu'on va découvrir à nouveau ce syndrome d'apnée du sommeil. Et il est vrai, il faut le dire aux patients, parce qu'on n'est pas là pour leur cacher des choses, c'est que c'est une pathologie chronique qui a tendance à persévérer, si ce n'est pas à s'aggraver. Des fois, on peut avoir une diminution de l'apnée du sommeil. Mais très rarement, Mais elle c'est rare. disparaît. C'est rare, c'est très rare. Oui. Ça va être par exemple dans le cas où la personne qui faisait ses apnées était en très gros surpoids et qu'elle va peut-être bénéficier d'une chirurgie bariatrique qui va lui permettre de perdre un bon nombre de kilos. Et dans ces cas-là, pas toujours, mais on peut trouver déjà des possibilités de pouvoir se sevrer de la machine. Mais sinon, les phénomènes qui favorisent les apnées, c'est-à-dire l'anatomie, la tendance qu'a la gorge à se relâcher la nuit comme le reste du corps lorsqu'on dort, ceci reste. Et donc, et en plus même, en gagnant en âge, généralement on gagne un peu en poids, les tissus perdent un peu leur élasticité, ils sont un peu plus flasques, donc cette tendance à se collaber la gorge lors des apnées du sommeil, généralement persiste, si ce n'est même s'aggrave. Docteur, ça veut dire qu'on ne guérit pas de l'apnée du sommeil? C'est rare, mais on le traite très bien. Et c'est ça le gros avantage. Et je veux dire, il y a moins de traitement qui est efficace parce qu'il y a des choses qu'on n'est pas capable de guérir mais qu'on ne sait même pas traiter. Là, on arrive à traiter, à stabiliser, à enlever les symptômes de fatigue, etc. que le patient a. Il y a des fois, la mise sous PPC améliore les chiffres tensionnels du patient, l'équilibre du sucre aussi. Donc, il y a des bonnes choses par le traitement, mais de nos jours, un traitement éradicateur, il n'en existe pas. Je dirais peut-être, il y a un exemple, mais c'est un peu particulier, ça va être l'apnée de l'enfant avec un geste chirurgical lorsqu'il y a des hypertrophies des amygdales ou autre, on peut avoir un résultat très bon et du jour au lendemain. Mais voilà, chez l'adulte, c'est très rare. C'est très rare. Milly, vous avez quelqu'un avec vous? Oui, Alice des Abîmes. Bonsoir Alice. Oui, Bonsoir. bonsoir. Merci à vous de nous regarder, merci de participer. Bonsoir. On vous écoute attentivement. Bonsoir. Je voulais parler à la monsieur pour le sommeil. Oui, il vous écoute. Parce que je ne dors pas bien le soir. Je dois prendre des somnifs pour dormir. Elle prend des somnifères. Et je suis une dame malade et je suis une femme âgée déjà. Alors, la question que vous me posez, j'imagine que c'est finalement qu'est-ce que je pourrais faire pour aller mieux. C'est difficile de vous répondre comme ça sans vraiment étudier le cas précisément, mais moi je peux déjà vous conseiller, si vous avez l'habitude de prendre tous les jours de somnifères, arrêtez cela. Oui. Mais on n'arrête pas ça n'importe comment. Le corps apprend des habitudes et il y a on va dire des petits protocoles de sevrage en certains somnifères qu'il est utile de savoir suivre pour ne l'utiliser que ponctuellement. D'accord? Parce que même si ça t'aide un petit peu à t'endormir. Quelle chose je dois faire? Et sans la sonnerie, je ne peux pas dormir le soir. Je peux passer toute une nuit sans dormir. Alors, Si je ne prends pas le sonnerie. Alors, comme je vous dis, je vais vous dire certaines petites règles un peu générales, mais après, ça serait intéressant de vous rapprocher d'un médecin du sommeil qui vous fera un bilan assez précis. Globalement, dans la journée, il ne faut pas dormir déjà. Si vous ne dormez pas la nuit, la première chose à ne pas faire, c'est des siestes. Vous en faites? Est-ce que vous faites... Alors, elle a du mal à nous entendre parce qu'elle a laissé la télé. Okay. Il va falloir baisser la télé. Quand je sens que j'ai envie de dormir, après le repas de midi, je dors sur mon lit vers 2 heures jusqu'à 4 heures ou 3 heures. Mais parfois, je ne dors pas l'après-midi, mais je me repose. D'accord. Bon, en tout cas, ça paraît un conseil pas gentil. Et on voulait me donner l'appareil qu'on présente là, mais j'ai la grippe et j'ai le nez bouché aussi. D'accord. Alors, il y a beaucoup de petites choses différentes. Je ne voulais pas l'appareil parce que quand j'ai l'appareil, je ne dors pas. D'accord. On m'avait donné ça une fois, mais je ne dors pas. Tant que il y en a ça dans mon nez, je ne peux pas dormir. Donc, dans votre cas, il faudrait prendre les choses une par une.
il faudrait prendre les choses une par une. Déjà, visiblement, il y a de l'insomnie, il y a aussi de l'apnée du sommeil, puisque un confrère vous a diagnostiqué, vous a conseillé de faire le traitement. C'est vrai que quand on a de l'insomnie, c'est-à-dire qu'on a un peu tendance à avoir du mal à s'endormir, le fait de porter un masque, etc., peut difficulter un petit peu les choses. Mais il est important quand même de faire les efforts pour le souvenir. Je fais tous mes affaires durant la journée dans ma maison, je suis seule dans ma maison. Mais l'après-midi, parfois je sens que je suis envie de me reposer. Je dirais sur mon lit pour me reposer. Mais parfois je fais un petit sommeil. Évitez de le faire. Je ne fais pas de sommeil. Évitez de le faire parce que tout ce que vous dormez le jour, vous n'allez pas le dormir la nuit. D'accord ? Il faut essayer de concentrer un petit peu la fatigue au moment nocturne. D'accord ? Il faut, une fois que vous êtes dans l'heure nocturne, dès que vous sentez que vous êtes fatigué, allez au lit. Ne luttez pas contre l'envie que fait votre corps. Essayez d'avoir un petit peu d'activité si c'est possible dans la journée. Vous accumulerez un petit peu plus de fatigue et ça favorisera l'endormissement. Évitez les excitants. Je ne sais pas si vous buvez du café ou du thé. Vous avez le droit d'en prendre, entre guillemets, jusqu'à midi, parce que si vous les prenez un peu plus tard, ils risquent de vous empêcher de vous endormir plus tard le soir. Il est important aussi le matin, quand on se réveille, de s'exposer un petit peu à la lumière pour que le corps voit que c'est le début de la journée, parce que des fois, en prenant de l'âge, on perd un petit peu ce synchronisme avec la rotation de la Terre. Et le principal synchronisateur, c'est la lumière. Donc il est important le jour de s'exposer à la lumière, et quand arrive la soirée, le soir, une fois le soleil couché, ne pas avoir de lumière très forte à la maison ou utiliser les tablettes. Vous savez, les tablettes, elles peuvent faire penser au cerveau qu'il est encore jour et donc retarder la sécrétion de la mélatonine. Je pense que beaucoup de gens en ont entendu parler, cette hormone qui nous permet d'initier notre sommeil. Alors, il y a des études qui ont montré clairement que regarder un écran de près peut retarder cette sécrétion et donc retarder l'endormissement. Donc il est difficile de donner une réponse complète à madame, mais rapprochez-vous du médecin qui vous avait diagnostiqué, qui connaît donc le sommeil, et il saura aussi vous donner des conseils autour de l'insomnie. J'espère qu'on a répondu un petit peu à toutes ces interrogations qu'avait cette téléspectatrice. En tout cas, merci à vous de nous suivre. On va retourner du côté de Milly. Milly ? Gilles de Goyave demande si certains traitements médicamenteux empêchent de dormir. Bien sûr, oui. Oui, c'est pas leur but bien sûr, mais il y a certains traitements qui peuvent être pourvoyeurs d'un peu d'insomnie, peut-être des traitements un petit peu psychotropes. Il y a des traitements carrément excitants, mais bon, ça on le donne pour les gens qui ont de la somnolence. Et de l'autre côté aussi, il y a des traitements qui peuvent favoriser la somnolence. Donc, quand on a un problème de sommeil, mais comme tout en médecine, il faut s'intéresser au traitement que suit le patient, parce que des fois, ça peut être un effet secondaire d'un médicament. Par exemple, les médicaments qu'on utilise contre l'allergie sont assez pourvoyeurs de somnolence. Certains antidouleurs un petit peu costauds sont aussi assez pourvoyeurs de somnolence. Donc, il y a des médicaments à vérifier, où il y a des fois des gens qui, pour dormir, prennent des médicaments qui ne sont pas vraiment faits pour dormir, mais plutôt pour calmer l'anxiété, etc. C'est des médicaments qui vont être présents dans le sang pendant 8, 10 heures, 12 heures. Donc c'est bien peut-être pendant qu'on veut dormir, mais quand on se réveille le lendemain, si on a encore le médicament qui a tendance à nous endormir un peu, ce n'est plus bon. Donc voilà, il faut tenir compte des médicaments que prend le patient toujours. Autre chose, Milly ? Patrick, sur le Facebook Santé 10, dit « Est-ce que le sommeil diminue aussi avec l'âge ?» Oui, c'est ça. C'est chez tout le monde, c'est comme ça et c'est normal. C'est pour ça que, par exemple, les personnes un peu âgées, quand elles dorment 6 heures, il ne faut pas qu'elles se disent « mince, je devais être à 8 heures » parce que ça ne serait pas normal justement qu'à 70 ans, on ait besoin de 8 heures de sommeil. Justement, ça serait plutôt un signe de mauvais sommeil. Si la personne à cet âge-là a besoin de 8, de 9 heures de sommeil, c'est très probablement parce que son sommeil n'est pas de bonne qualité. Et c'est là où il faut aller rechercher des choses. Des fois, les gens disent « ah, je dors très bien, je dors jusqu'à je ne sais quelle heure, je fais des siestes ». Non, dormir beaucoup, c'est un signe de mauvais sommeil, comme dormir peu. On a un téléspectateur qui s'appelle Jean-Luc qui dit que l'appareil a changé sa vie, dans le bon sens, que ça va carrément changer sa vie. Je suis très content de l'entendre, ça me fait beaucoup plaisir d'entendre ça à chaque fois que les patients reviennent. Et c'est souvent le cas. Si on se contente de traiter les gens qui en ont vraiment besoin, donc vraiment en suivant les critères,
de façon générale, comme je vous ai dit, ça peut être un petit peu embêtant d'avoir un masque à porter, mais on se sent tellement bien le lendemain que la décision est vite prise. Hein. Et ça peut changer la vie. Parce que se réveiller tous les jours fatigué, c'est pas une fois, non, c'est toutes les nuits, le sommeil est mauvais. Donc c'est pas qu'une nuit va rattraper l'autre, non, c'est qu'une nuit se superpose à l'autre, c'est toujours pareil. Et c'est un manque de qualité de vie important. Et puis ne pas dormir, donc la fatigue, et puis ça joue sur le système nerveux. Oui. On devient parfois désagréable, on le fait subir aux autres. Tout à Donc fait. ça peut être quelque chose de très compliqué au quotidien. Si. Professionnellement, L'irritabilité, oui. c'est un signe assez constant chez les personnes somnolentes. Milly, Une question de Suzy à Pointe-Noire. Oui. bonjour Suzy. Oui, bonjour. On vous écoute attentivement, Suzy. Oui, je voulais poser la question. J'ai l'appareil. Oui. J'ai l'appareil, ça fait depuis 1 mois et demi à 2 mois. Mais je n'arrive pas à respirer bien dans l'appareil. Tu sais que le docteur me l'avait donné que pour le nez, mais le livreur m'a précisé que si je dors avec l'appareil, que pour le nez, parce que je dors avec la bouche ouverte, ça, c'est pas ma faveur parce que ça peut m'étouffer. Est-ce que je dois rester avec les deux ou est-ce que je dois revoir le docteur pour dormir qu'avec celle qu'il m'avait prescrit, le nez toute seule? Parce que je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à respirer avec ça. Alors, la respiration physiologique normale nocturne est généralement nasale. Donc, nous, on va toujours donner comme première priorité faire passer l'air par le nez. Surtout qu'on a besoin de moins de pression pour maintenir les voies ouvertes lorsqu'on passe par le nez que par la bouche. Donc, il faut toujours prioriser le nez. Et c'est pas rare d'avoir des soucis d'obstruction nasale. Hein, les gens qui ont le nez qui se bouche un petit peu pendant la nuit, ceci va être assez inconfortable. Vous imaginez bien que si on veut faire passer de l'air par le nez et que ce nez se bouche, ça va être source d'inconfort, la machine va vouloir pousser un petit peu plus fort, il y aura plus facilement des fuites. Donc la première chose à faire, c'est chercher à désobstruer ce nez, si j'ose dire. Généralement, se moucher avant de se coucher. Si ainsi le nez se rebouche, on peut utiliser des petits produits nasaux qui vont réduire la tendance qu'aura le nez à produire des sécrétions pendant la nuit. Si malgré ça, encore le nez se bouche, là, il ne faut pas hésiter à aller voir nos collègues ORL qui connaissent bien toute cette région anatomique et qui peuvent vérifier s'il n'y a pas des choses organiques qui créent cet obstacle. Et enfin, c'est vrai que quand on n'arrive pas donc, à utiliser ce masque nasal, on a la solution de faire le masque nasobuccal. Mais il faut tester en priorité le nez, chercher à le désobstruer avant de se dire qu'on ne peut pas passer par le nez. Eh bien, Milly, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions, mais nous arrivons déjà à la fin de l'émission. Une dernière question. Alors, une toute dernière. De Sylvie de Baïf qui demande quel est le meilleur somnifère. Le sport. Oui, Le sport. le sport. Merci beaucoup, Milly. Merci Brigitte, merci à vos intervenants. Alors, Avec plaisir. Milly, qui est la collaboratrice et qui travaille sur la prochaine émission de Santé 10 pour jeudi prochain. Milly, est-ce que vous pouvez déjà nous annoncer de quoi allons-nous parler jeudi prochain? Alors, ça ne sera pas jeudi prochain parce que ça sera jeudi La mi-carême, oui. Voilà, mais nous allons parler de la dialyse. Ok, le prochain jeudi, donc pas celui qui arrive puisque c'est la mi-carême, mais juste l'autre. J'aimerais remercier Daniel à la réalisation ce soir de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être toujours fidèles à Santé 10. Un petit mot de la fin, docteur, puisque demain c'est quand même la journée mondiale du sommeil. Mais je voudrais dire rapidement que, voilà, que le sommeil est fondamental dans notre vie, qu'il faut lui donner l'importance qu'il mérite. Et voilà, penser dans le quotidien à son sommeil en faisant des petits gestes qui sont bénéfiques pour lui et éviter les choses qu'on sait qui ne sont pas très bonnes. Voilà. Un petit mot de la fin, Madame Bénin. Soyez à l'écoute de votre corps. C'est très important. Il vous donnera toutes les solutions. Et bien sûr, nous allons finir avec quelques conseils sur le coronavirus, comment se protéger et protéger les autres. C'est un peu normal, c'est l'actualité. Voilà, donc moi je vous dis bonne soirée. On se quitte avec ces quelques conseils en son et en images. Bonne soirée à vous. Quelques informations pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique.
Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades.